Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'homme d'affaires béninois Sébastien Adjavon fait obstacle au certificat de conformité demandé par l'Union sociale libérale. Les responsables du parti montent au créneau à près de 2 mois des élections législatives. Second tour ou second mandat, l'heure est à l'attente des résultats au Sénégal. Après l'élection présidentielle de ce dimanche 24 février, le scrutin s'est déroulé de manière apaisée. Et en Ouganda, la taxe sur les réseaux sociaux, introduite en juillet 2018, a engendré un recul du nombre d'utilisateurs d'Internet. Une chute de 5 millions d'abonnés a été enregistrée en 3 mois. Au Bénin, la nouvelle charte des partis agite la classe politique. L'Union sociale libérale s'est vue refuser la délivrance du certificat de conformité, pièce maîtresse dans la constitution des dossiers de candidature pour les élections législatives à cause de la présence de Sébastien Adjavon sur sa liste électorale. Les responsables du parti sont montés au créneau à près de 2 mois des élections législatives prévues le 28 avril. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Les responsables du parti Union sociale libérale de l'homme d'affaires et politique Sébastien Adjavon s'offusquent contre l'impasse dans la délivrance des quitus fiscaux et celle du certificat de conformité des 3 partis de l'opposition en prélude au scrutin du 28 avril 2019 au Bénin. Le non-respect de l'article 8 du règlement intérieur du parti USL et la violation de l'article 13 du nouveau code électoral sont les motifs de la non-conformité du parti USL selon le ministère de l'Intérieur. Monsieur Sébastien Germain Adjavon ne fait à ce jour l'objet d'aucune condamnation infamante, comme l'atteste d'ailleurs son casier judiciaire que nous avons obtenu le mois dernier. La notification du ministère de l'Intérieur fait référence à la condamnation à une peine infamante de Sébastien Adjavon, président d'honneur du parti Union sociale libérale. Cependant, le dossier 18 kg de cocaïne, dans lequel Sébastien Adjavon a été condamné par la Criette, fait objet d'un pouvoir en cassation auprès de la Cour suprême et d'une suspension d'exécution décidée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons usé de tous les recours possibles. Donc, ils ont encore la possibilité de nous répondre d'ici demain ou lundi au plus tard pour que nos militants puissent être apaisés. Et si c'était vraiment pour nous éprouver, qu'ils arrêtent. À travers un communiqué de presse, le préfet du littoral par intérim a interdit la grande marche de protestation des forces politiques de l'opposition prévue lundi 25 février 2019 à Cotonou. Les dépôts de dossiers de candidature pour les législatives prennent fin le 26 février. Le Sénégal a connu ce dimanche 24 février sa 11e élection présidentielle depuis son indépendance en 1960. Plus de 6 millions d'électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes pour départager les 5 candidats en lice. Le scrutin s'est déroulé de manière apaisée malgré certains dysfonctionnements relevés. Reportage de notre correspondant Ella Djendjaï. Plus de 6 millions de Sénégalais étaient appelés aux urnes ce dimanche 24 février 2019 pour élire leur président. Pour cette élection, 5 candidats étaient en lice. Au centre de vote El Hadji Bibindiaï de Dakar, qui compte 8 bureaux de vote, la journée s'est déroulée dans le calme, malgré certains dysfonctionnements notés. J'ai bien voté, voilà, ça y est, le signe qui montre qu'on a déjà voté et tout se passe bien. Comme au Sénégal, on sait bien le faire. On a eu une tension préélectorale, mais le jour du vote, les choses se passent très bien. J'ai eu quand même quelques difficultés. Normalement, je devais voter à l'école Jaraf Farba Paye de Mangui. Quand j'étais là-bas, j'ai fait le rang et après on m'a dit que non, ton nom ne figure pas sur la liste. Heureusement que j'ai pu regarder dans Internet qui m'a renvoyé à l'école Bibi Ndiaye où bon, j'ai pu voter normalement. Le président de la République sortant, Macky Sall, espère se faire réélire dès le premier tour face à ses rivaux Idrissa Seck, Madické Niang, Issa Sall et Ousmane Sonko. Un scrutin où les observateurs se sont dit attentifs au déroulement des opérations. Il y a le risque de fraude. On sait qu'il y a des duplicata qui ont été distribués. Il y a des ordres de mission qui permettent de contourner, n'est-ce pas, le processus démocratique transparent. Et tout cela, je crois que pourrait avoir des effets déformants sur le processus électoral. Il faut arrêter ces histoires-là. L'intoxication de dernière minute ne passera pas. Tout a été fait dans les normes. On a travaillé
de manière claire, transparente. Les résultats ne seront officiels qu'à partir de ce 25 ou 26 février. Dans le cas d'un second tour, il devrait se tenir le 24 mars prochain. Un reportage de Eladj Ndiaye, commentaire Fanny Mounichi. Les transferts d'argent vers l'Afrique coûtent cher. Les frais de transfert sont estimés à 9,4% du montant envoyé, soit bien plus que la moyenne pour les envois vers d'autres régions du monde. L'ambition de l'Union africaine est de faire passer ce taux à moins de 3% d'ici 2030 pour répondre aux objectifs de développement durable. Corinne Capsefem. En matière de transfert d'argent, la destination Afrique reste la plus chère dans le monde, selon l'Institut africain pour les envois de fonds et le partenariat Making Finance Work for Africa. En 2017, le coût de transfert d'argent était de 9,4% du montant en moyenne, soit 29% de plus que la moyenne mondiale. Dans le même temps, les envois de fonds en Afrique subsaharienne sont passés de 34 milliards en 2016 à 38 milliards en 2017, soit une hausse de 11%, une tendance qui ira croissante selon les experts. L'Afrique n'a pas encore développé ses propres solutions. Toutes les solutions que nous avons, en grande partie, sont celles que les autres ont planifiées pour nous. C'est ce qui détermine justement que sans alternative et sans concurrence viable, ces frais soient les plus élevés du monde. Selon l'Organisation internationale des migrations, les coûts élevés des transferts d'argent en Afrique restent en déphasage de l'un des objectifs du développement durable qui vise à faire baisser en dessous de 3% les coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants d'ici 2030. La seule chose qu'il faut faire pour réduire ces frais, c'est de donner des solutions locales en intégrant les paiements internationaux directement sur le mobile money, en intégrant les paiements internationaux directement dans nos banques locales. Il faut des intégrateurs de solutions. L'Organisation internationale des migrations précise également que près de 75% de ces transferts d'argent sont consacrés à la consommation et profitent grandement aux familles et communautés destinataires via l'économie locale, notamment rurale et agricole. Le défi serait également d'orienter ces fonds vers une économie plus structurée et durable en optimisant la gestion des 25% de ces transferts. Djibouti affirme son ambition de devenir un hub commercial et logistique entre l'Asie, l'Afrique et le reste du monde grâce à l'ouverture de plusieurs ports comptés parmi les plus modernes du continent. Djibouti précise sa volonté de devenir un pôle attractif. Un taux de croissance estimé à 7% est attendu en 2019. Nathalie Mauve. Djibouti évolue vers la position de hub commercial et logistique de l'Afrique. Le pays dispose de la plus importante zone franche économique du continent qui s'étend sur une superficie de 4 800 hectares. Un virage décisif a aussi été pris avec la nationalisation du port de Doralé en 2018. Depuis, Djibouti a gagné 55 places dans le rapport Doing Business de 2018. Djibouti a fait beaucoup d'efforts en matière d'intégration multimodale entre la zone franche et les ports. Djibouti a un marché en matière de transit douanier, un marché important comme l'Éthiopie de 100 millions d'habitants. La modernisation des infrastructures maritimes et commerciales djiboutiennes s'inscrit dans la vision stratégique 2035 du pays. Djibouti envisage désormais d'apporter de la valeur ajoutée aux biens en transit dans ses ports. Les ports de Djibouti se veulent actuellement très modernes. Deuxièmement, Djibouti est en train de développer une expertise en matière de retransformation des produits en transit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les produits et les équipements qui viennent de toutes les parties du monde peuvent être reconditionnés, retransformés sur les plateformes de ces ports et réacheminés vers des marchés. Situé au croisement de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, Djibouti bénéficie d'une position géostratégique favorable. Le pays mise sur le respect des accords commerciaux et l'équité pour guider son engagement d'ouverture économique. Plusieurs pays africains commencent à instaurer une taxe sur les réseaux sociaux, ce qui entraîne de vives contestations au sein des populations. En Ouganda, les réseaux sociaux sont taxés depuis le 1er juillet 2018, ce qui a engendré une perte de près de 5 millions d'internautes. Les explications de Nelly Claude Bessa.
La Commission ougandaise de la communication a déclaré que le pays a perdu 5 millions d'internautes suite à l'introduction en juillet 2018 de la taxe sur les médias sociaux. Dans le détail, la mesure fiscale oblige les Ougandais à payer 200 shillings par jour pour accéder aux plateformes de discussion telles que Facebook, Twitter et WhatsApp. Les statistiques des revenus générés par la taxe sur les médias sociaux et la baisse du nombre d'internautes ne sont pas surprenantes. Au cours du trimestre de l'étude, de juillet à septembre 2018, le nombre de contribuables sur les médias sociaux et les chiffres des revenus sur les médias sociaux ont tous deux affiché une tendance à la baisse. Les chiffres indiquent que les abonnés ont utilisé les services de médias sociaux au moins une fois durant le trimestre. À fin septembre 2018, 50,4% des abonnés à Internet bénéficiaient des services des médias sociaux. Comme le montrent ces statistiques, certaines personnes ont choisi de réduire totalement leur utilisation des médias sociaux. En témoigne la chute de 5 millions d'abonnés à Internet. D'autres, par contre, payent la taxe, tandis qu'une frange de la population continue à utiliser les médias sociaux en utilisant des applications de réseaux privés virtuels. Cette taxe va tuer les start-up ougandaises qui sont des entreprises de jeunes qui n'ont pas de ressources et qui profitent d'Internet pour faire valoir leur expertise à travers le monde. Elle est contre-productive, elle est contre l'innovation, elle est contre l'évolution des PME et des toutes petites entreprises. Depuis que la taxe a été instaurée, le sentiment qui prévaut parmi la plupart des Ougandais consiste à entraver la liberté d'expression des citoyens en introduisant des frais supplémentaires qu'ils doivent payer pour utiliser les médias sociaux ainsi que pour payer leur smartphone et accéder à Internet. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.